Jade Walker reste immobile, 6 policiers, pointant leurs armes sur elle, la sueur coulant le long de sa tempe. Ses chiens militaires Sierra et Titan surgissent soudainement derrière elle. Le visage du chef de police passe de l'arrogance à la terreur en reconnaissant l'insigne des forces spéciales sur les gilets tactiques des chiens. Avant de plonger dans cette histoire incroyable, d'où nous regardez-vous aujourd'hui, appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous si vous avez déjà été témoin d'une injustice et souhaitez l'avoir combattue. La façon dont ces officiers se figent lorsqu'ils réalisent à qui ils ont vraiment affaire vous laissera sans voix. Jade Walker n'avait jamais pensé avoir besoin de son entraînement militaire dans sa vie civile. À 38 ans, l'ancien officier du Marine Special Operations Command s'était construite une existence tranquille, loin des champs de bataille d'Afghanistan, où elle avait obtenu de nombreuses décorations. Sa petite ferme dans la Caroline du Sud rurale lui offrait la paix qu'elle recherchait après 15 ans de service à un pays qui ne l'avait pas toujours servi en retour. Les 2 hectares de pâturage verdoyant, bordés par une forêt de pins, étaient devenus le foyer non seulement d'elle, mais aussi de Sierra et Titan, ses 2 chiens militaires. Malinois belges qui avaient servi à ses côtés dans des zones de combat. Ce n'étaient pas des animaux de compagnie ordinaires. Sierra, la femelle aux yeux ambrés intelligents, pouvait suivre une cible sur des kilomètres de terrain et reconnaître plus de 70 mots de commande différents en anglais et dans 4 autres langues. Titan, plus grand et plus imposant, était spécialisé dans la réponse tactique et la protection capable de neutraliser des menaces armées avec une précision que les soldats humains enviaient. Jade les avait personnellement entraînés pour des opérations spéciales affinant leurs capacités naturelles en armes plus efficaces que n'importe quelle arme à feu. Ils se déplaçaient comme des ombres sur commande, pouvaient distinguer un ami d'un ennemi en quelques secondes et protégeraient leur maître avec des compétences qui avaient sauvé Jade et les membres de son équipe à plusieurs reprises dans des villages déchirés par la guerre et des cachettes de montagne. Ce mardi matin particulier avait commencé comme n'importe quel autre. Jade s'était levée avant l'aube, avait couru 8 kilomètres avec les chiens, la flanquant de chaque côté, puis était revenue pour s'occuper de son potager où elle cultivait la plupart de ses aliments. Ces routines simples l'aidaient à gérer le SSPT qui hantait encore occasionnellement son sommeil. La ville voisine de Willow Creek ne l'avait jamais pleinement acceptée. Malgré ses états de service, Jade se heurtait aux mêmes préjugés qu'il avait suivis tout au long de sa vie, le vendeur du marché fermier qui prétendait toujours être en rupture de stock. Lorsqu'elle s'approchait, le directeur de banque qui remettait en question sa demande de prêt pour du matériel agricole. Avec un examen inutile, le policier qui suivait son camion à travers la ville sans raison valable. Elle avait appris à s'y attendre, à s'en prémunir, choisissant l'isolement à la confrontation. Aujourd'hui, ce choix lui était retiré lorsqu'elle releva les yeux de ses plants de tomates pour voir 3 voitures de police déraper jusqu'à l'arrêt au bout de son allée de gravier, les gyrophares clignotant. 2 autres véhicules apparurent rapidement encerclant sa propriété dans une démonstration de force qui semblait follement disproportionnée. Le service de police de Willow Creek avait des antécédents dans le comté 3 plaintes pour usage excessif de la force contre des automobilistes noirs au cours de la dernière année, seulement un adolescent électrocuté au taser pour avoir eu l'air suspect alors qu'il rentrait chez lui après un entraînement de basket-ball, des réprimandes formelles enfouies dans les dossiers du personnel. Rien ne semblait jamais changer. Jade se redressa lentement en levant ses gants de jardinage. Elle garda des mouvements délibérés, son visage neutre malgré l'adrénaline qui inondait maintenant son système. Sierra et Titan étaient à l'intérieur de la maison, se reposant après leur course matinale. D'un mouvement subtil, elle appuya sur le bouton latéral de sa montre, un signal silencieux aux chiens pour qu'ils restent en position jusqu'à nouvel ordre. 6 policiers sortirent des véhicules des gilets tactiques sur des uniformes bleus, les mains posées sur des armes rangées dans leur holster. À leur tête se trouvait le capitaine James Reynolds, un homme dont la réputation le précédait. Au cours de ses 20 années de service, Reynolds avait accumulé plus de plaintes de civils que tout autre policier, la plupart déposées par des résidents issus de minorités, toutes mystérieusement rejetées. Son visage étroit se crispait en un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux bleus froids lorsqu'il s'approchait. « Madame Walker », lança-t-il sans prendre la peine de cacher le mépris dans sa voix, « nous devons avoir un mot avec vous. » Jade resta où elle était, son entraînement militaire prenant le dessus. Alors qu'elle évaluait la menace, 6 policiers tous armés
Formant un demi-cercle pour empêcher les voies de fuite, aucun mandat visible, aucun véhicule d'urgence suggérant une crise réelle, juste une démonstration d'intimidation sur sa propriété privée. « Bonjour messieurs les policiers », répondit-elle d'une voix égale. « Comment puis-je vous aider ?» Reynolds s'arrêta à 3 mètres de distance, sa main reposant maintenant plus délibérément sur son arme. « Nous avons reçu des signalements d'activité suspecte sur cette propriété. Nous sommes ici pour enquêter. » Jade prit une lente inspiration. Activité suspecte était l'excuse générale qu'elle avait entendu invoquer contre les personnes qui lui ressemblaient toute sa vie. « Je serais heureuse de répondre à toutes vos questions, » dit-elle. « Mais j'aimerais voir un mandat avant que vous ne pénétriez davantage sur ma propriété. » Le visage de Reynolds s'assombrit à cette demande. Derrière lui, les autres policiers changèrent de position s'étendant dans une formation tactique que Jade reconnut immédiatement. Ce n'était pas une visite informelle. Ils étaient venus préparer à une confrontation, peut-être même l'espérant. « Nous n'avons pas besoin de mandat lorsque nous avons une cause probable », rétorqua Reynolds, sa patience s'amenuisant déjà. Plusieurs signalements de personnes suspectes allant et venant de cette propriété à des heures indues. Jade connaissait bien cette tactique des accusations vagues impossibles à réfuter. Les seuls visiteurs de sa ferme au cours du dernier mois avaient été le vétérinaire et un autre vétéran qui déposait du pain fait maison tous les dimanches après l'église, tous deux blancs, tous deux peu susceptibles de déclencher des signalements de personnes suspectes. C'était du harcèlement pur et simple. « Capitaine Reynolds », répondit Jade, sa voix stable, grâce à des années d'entraînement à la négociation de crise. « Je respecte les forces de l'ordre, mais vous savez aussi bien que moi que vous avez besoin de preuves spécifiques d'un crime en cours pour entrer dans une propriété privée sans mandat. Je n'ai connaissance d'aucune urgence qui justifierait cela. » Et l'éclair de colère dans les yeux de Reynolds confirma ce que Jade soupçonnait déjà. Il n'avait pas l'habitude d'être contesté, surtout pas par quelqu'un qui connaissait ses droits. Elle repensa à son entraînement au combat, garder son calme sous pression, contrôler sa respiration, évaluer toutes les issues possibles. En Afghanistan, elle avait négocié avec des chefs de guerre et des chefs tribaux dans des situations bien plus explosives que celle-ci. Pourtant, quelque chose dans le fait d'être confrontée à la discrimination sur le sol américain, portant des vêtements de jardinage au lieu d'un uniforme, rendait l'injustice plus vive. « Les gars, » dit Reynolds sans quitter Jade des yeux. « Allons jeter un coup d'œil. Madame Walker ici pourrait cacher quelque chose qui vaut la peine d'être trouvé. » 2 policiers se dirigèrent immédiatement vers sa grange, tandis qu'un autre s'approcha de son cabanon de jardin. Jade sentit sa poitrine se serrer. « Je ne consens pas à une fouille de ma propriété, » déclara-t-elle fermement. « Soit vous présentez un mandat, soit vous partez maintenant. » Les policiers se l'ignorèrent, piétinant ces rangées de légumes soigneusement entretenus. L'un d'eux renversa un panier de tomates fraîchement récoltées, le fruit rouge éclatant à l'impact. Un autre ouvrit la porte de son cabanon fouillante dans les outils et les fournitures. La destruction délibérée n'avait pas pour but de trouver des preuves. Elle visait à la provoquer à une réaction qu'il pourrait être utilisée contre elle. Se tenant légèrement derrière Reynolds, un jeune policier que Jade n'avait pas vu auparavant. Son badge indiquait Bennett et, contrairement aux autres, il semblait mal à l'aise face à la situation. Ses yeux passaient de ses collègues à Jade, sa posture hésitante plutôt qu'agressive, un bleu peut-être pas encore complètement endoctriné dans la culture du service, avec des mouvements subtils qui n'attireraient pas l'attention. Jade tendit la main dans sa poche et appuya sur le commutateur d'activation d'un petit appareil d'enregistrement, une précaution qu'elle avait commencé à prendre après sa première rencontre avec les forces de l'ordre local. Les chiens restèrent à l'intérieur de la maison invisible mais alertes. Ils étaient entraînés à répondre à des commandes vocales et à des signaux manuels spécifiques à rester cachés jusqu'à ce qu'ils soient déployés, l'ultime avantage tactique de la surprise. Reynolds se rapprocha, envahissant son espace personnel dans une technique d'intimidation classique. « Votre genre pense toujours que vous êtes spécial, » dit-il, la voix suffisamment basse pour qu'elle seule l'entende. « Le service militaire ne vous rend pas meilleur que les autres, ne change pas ce que vous êtes. » La connotation raciale était indubitable. Jade sentit la colère monter comme une marée, mais garda une expression neutre. La voix de son grand-père résonna dans sa mémoire. « Ils veulent ta colère. Cela justifie leur peur, ne leur donne pas ce qu'ils veulent. » L'un des policiers cria de la grange « Rien ici, Cap !» Reynolds ne quitta pas Jade des yeux. « Continuez à chercher. Vérifiez la maison ensuite. » Cela franchissait une limite. « Vous n'entrerez pas dans ma maison sans mandat. »
déclara Jade, sa voix prenant maintenant le ton de commandement qu'elle avait utilisé dans des situations de combat. C'est une violation constitutionnelle, et vous le savez. Reynolds ricana. Vous menacez un policier, mademoiselle Walker, parce que cela ressemble à un comportement menaçant pour moi. Les gars, avez-vous entendu son ton menaçant? Les autres policiers murmurèrent de leur approbation, la chorégraphie de cet abus de pouvoir étant trop familière. Le jeune policier Bennett resta silencieux, son malaise étant maintenant visible même pour Reynolds, qui lui lança un regard d'avertissement. Jade reconnut la stratégie d'escalade. Il construisait un prétexte fabriquant une raison de la détenir ou pire. Chaque policier était positionné pour bloquer les voies de fuite, leur posture, suggérant qu'il s'attendait peut-être même, espérait à une résistance physique. La situation était en équilibre sur le fil du rasoir, Reynolds poussant plus fort pour obtenir la réaction qu'il souhaitait. « J'ai servi ce pays pendant 15 ans, dit Jade, s'adressant maintenant à tous les policiers. J'ai défendu notre constitution à l'étranger et j'attends le même respect pour elle ici. Ce que vous faites est illégal. » Reynolds rit un son dur sans humour. « Vous jouez maintenant la carte de l'ancien combattant. Laissez-moi vous dire quelque chose à propos de votre service. Les gens comme vous pensent toujours qu'un uniforme vous rend égal. Ce n'est pas le cas. Vous pensez que quelqu'un se soucie du fait que vous ayez joué aux soldats pendant quelques années. Dans ma ville, vous n'êtes qu'une autre. » Il se reprit avant de terminer l'insulte, jetant un coup d'œil à Bennett, mais l'intention était suffisamment claire. « Une autre quoi, capitaine Reynolds ?» demanda Jade calmement. « Veuillez terminer votre pensée pour le procès verbal. » Elle vit l'incertitude vaciller sur son visage lorsqu'il enregistra ces mots pour le procès verbal. Il jeta un coup d'œil à sa main dans sa poche, se demandant soudain s'il était enregistré. Le doute momentané fut rapidement remplacé par une colère renouvelée. « Fouillez la maison », ordonna-t-il au policier. « Si elle résiste, arrêtez-la pour obstruction. » Alors que 2 policiers approchaient des marches de son Porsche, Jade se planta sur leur chemin. « Cela s'arrête maintenant », dit-elle, sa voix portant l'autorité qui avait commandé des troupes au combat. « Vous n'avez aucun droit légal d'entrer dans ma maison. » Reynolds s'avança vers elle, sa main détachant maintenant son holster. « Dernier avertissement, mademoiselle Walker, écartez-vous ou vous serez arrêtée. » Quelle force façonne véritablement les expériences des Afro-Américains dans un système conçu sans eux en tête? Cette question avait suivi Jade tout au long de sa carrière militaire, où l'excellence était souvent l'exigence minimale juste pour être traitée équitablement. Elle se souvint s'être présentée pour son premier jour d'entraînement avancé, comment l'officier commandant l'avait regardé droit à travers, demandant quand le vrai candidat arriverait. Elle se rappela son grand-père Thomas Walker, un vétéran de la guerre de Corée, qui était rentré chez lui pour découvrir qu'il ne pouvait pas utiliser la même fontaine que les soldats blancs aux côtés desquels il s'était battu. « L'uniforme ne change rien, lui dit-il. Lorsqu'elle s'enrôla, souviens-toi de cela, et tu survivras. » Ces mots résonnèrent maintenant alors que Reynolds l'affrontait sur sa propre propriété. L'officier Bennett se déplaça inconfortablement puis s'éclaircit la gorge. « Capitaine, » dit-il calmement. La centrale vient d'appeler pour un accident de la route sur l'autoroute 16 plusieurs véhicules. Reynolds ne se tourna même pas pour l'accuser réception. Ils ont des voitures de patrouille pour ça. Bennett insista. Monsieur, ne pensez-vous pas que nous devrions... Vous ai-je demandé votre opinion, Bennett? Rétorqua Reynolds. Concentrez-vous sur la raison pour laquelle nous sommes ici. Le jeune policier se tut, mais son intervention confirma ce que Jade soupçonnait. Cette opération n'était pas une procédure standard, elle était ciblée personnelle. 3 semaines plus tôt, Jade avait déposé une plainte officielle contre le service après avoir été témoin de policiers harcelant un adolescent noir devant l'épicerie. Elle avait enregistré l'incident identifiant Reynolds comme l'agresseur principal. La plainte avait été transmise à la commission d'examen du comté, contournant le chef de la police qui se trouvait être le cousin de Reynolds et avait enterré des plaintes similaires pendant des années. Maintenant, cela avait du sens. Ce n'était pas du harcèlement aléatoire, c'était des représailles. À travers la fenêtre de la cuisine, Jade aperçut Sierra et Titan parfaitement immobiles, regardant la scène se dérouler. Leur entraînement leur permettait de rester immobiles pendant des heures, si nécessaire, des sentinelles invisibles attendant les ordres. Du coin de l'œil, Jade remarqua un policier se glisser derrière son cabanon hors de vue des autres. Quelque chose dans ses mouvements déclencha son instinct de combat. Elle changea légèrement de position pour le garder dans sa vision périphérique. Le policier jeta un coup d'œil autour de lui, puis tendit la main dans sa poche et sembla placer quelque chose à l'intérieur de son bac de rangement, une preuve fabriquée.
La réalisation la frappa comme de l'eau glacée. Ils n'étaient pas seulement là pour l'intimider, ils étaient en train de la piéger. Les pièces se connectèrent rapidement dans son esprit. L'usage excessif de la force, la détermination à fouiller sa propriété, le prétexte fabriqué. Il devait la discréditer avant l'audience de la commission d'examen. Une accusation de drogue ferait parfaitement l'affaire, sapant sa crédibilité et rejetant sa plainte d'un seul coup. Reynolds regardait son visage, cherchant toute réaction qui justifierait l'escalade. Elle garda une expression neutre, calculant mentalement ses options. Une confrontation directe leur donnerait raison. Se réfugier dans la maison pourrait leur donner l'excuse de comportements suspects qu'ils souhaitaient. Son entraînement militaire se mit en place, évaluer les menaces, identifier les vulnérabilités, créer un levier. Le policier corrompu termina sa tâche et rejoignit les autres, faisant un signe de tête subtil à Reynolds. Jad fit semblant de ne pas le remarquer. Son téléphone vibra dans sa poche. Le policier qui avait placé la preuve avait déclenché le système de sécurité caché de sa propriété. Les caméras enregistraient maintenant toutes les images, étant automatiquement téléchargées sur un serveur cloud sécurisé. Une technologie qui l'avait maintenu en vie dans des zones de guerre servait maintenant un nouveau but. « Mademoiselle Walker », dit Reynolds, « nous avons été patients, mais notre patience a des limites. Soit vous coopérez à notre enquête, soit nous serons obligés de vous détenir pour obstruction. » Derrière lui, un véhicule apparut au bout de son allée, une camionnette blanche avec le logo d'une chaîne de télévision locale. Jad avait programmé son système de sécurité pour alerter les médias locaux si plusieurs véhicules de police restaient sur sa propriété pendant plus de 15 minutes. Reynolds se tourna au bruit des pneus sur le gravier, son expression s'assombrissant lorsqu'il vit la camionnette des nouvelles. « Qui les a appelés ?» demanda-t-il à ses policiers. Personne ne répondit. La journaliste, une jeune femme avec une caméra déjà montée sur son épaule, s'approcha d'un pas assuré. « Bonjour !» lança-t-elle. « Lisa Chen de Channel 7 News. Nous avons reçu un tuyau anonyme concernant une activité policière à la résidence d'un ancien combattant. Cela vous dérange si je vous demande ce qui se passe ici ?» Reynolds s'avança pour l'intercepter. « Il s'agit d'une enquête policière en cours. Vous devez partir immédiatement. » La journaliste resta sur ses positions. « Nous sommes sur une voie d'accès public, capitaine. Nous avons tout à fait le droit de documenter l'activité policière à partir de cette position. » Elle leva sa caméra, capturant la scène de plusieurs policiers encerclant une seule femme noire sur sa propre propriété. « Exécutez-vous un mandat aujourd'hui. Pensez-vous que ce harcèlement était justifié? Que feriez-vous à la place de Jad? Commentez numéro 1 si vous pensez que le dépôt de la plainte était la bonne décision malgré les conséquences. Ou numéro 2 si vous pensez que parfois, il est plus sûr de rester silencieux dans un système corrompu. Aimez cette vidéo si vous croyez que ceux qui servent notre pays méritent un meilleur traitement à leur retour au pays. Abonnez-vous pour suivre le combat de Jad contre un système qui est monté contre elle. La question demeure, lorsque les personnes censées vous protéger deviennent la menace, vers qui pouvez-vous vous tourner pour obtenir justice? Voyons comment Jad gère cette situation qui s'aggrave. La présence de la caméra d'information a clairement agité Reynolds, qui fit signe à 2 policiers de bloquer la vue du journaliste. Jad resta extérieurement calme, tout en calculant intérieurement son prochain mouvement. L'arrivée du journaliste avait changé la dynamique, fournissant des témoins potentiels à tout ce qui se passerait ensuite. Reynolds se retourna vers Jade, le visage rouge de colère. « Ce petit coup médiatique ne vous aidera pas », dit-il, la voix basse et menaçante. « Nous menons une enquête légitime et l'ingérence ne fera qu'aggraver les choses pour vous. » Jad mesura sa réponse avec soin. « Il n'y a rien de légitime à cela, capitaine Reynolds. Vous n'avez aucun mandat, aucune cause probable, et vous vous introduisez sans autorisation sur une propriété privée. Je vous ai demandé à plusieurs reprises de partir. » Son téléphone se mit à sonner dans sa poche, son avocat Marcus Gaines, qu'elle avait programmé comme contact d'urgence en numérotation abrégée. Reynolds remarqua le bourdonnement et ses yeux se plissèrent. « Vous prenez un appel pendant une interaction avec la police. Remettez le téléphone maintenant. » Jade tendit lentement la main vers son téléphone. « J'ai le droit de contacter mon avocat. » Avant qu'elle ne puisse répondre, Reynolds arracha l'appareil de sa main et le jeta sur l'allée de gravier où l'écran se brisa. « Oups !» dit-il avec une feinte inquiétude. « On dirait que vous avez un téléphone cassé. Peut-être devriez-vous faire plus attention à vos biens. » La destruction délibérée de sa propriété, capturée à la fois par ses caméras de sécurité
et maintenant par les images des nouvelles, était exactement le type d'escalade qui révélait les véritables intentions de Reynolds. Il n'était pas là pour enquêter sur quoi que ce soit, il voulait une confrontation. Au loin, Jade remarqua Bennett regarder la scène avec un malaise visible, sa main planant près de son propre téléphone, comme s'il envisageait d'intervenir. Les autres policiers avaient commencé une fouille plus agressive de sa propriété. L'un d'eux renversa un mât commémoratif qui portait à la fois le drapeau américain et un drapeau du corps des marines, les laissant tomber dans la terre. Un autre policier piétina délibérément son potager, détruisant des semaines de travail avec une indifférence désinvolte. Ce n'étaient pas des actes de négligence aléatoires, c'étaient des provocations calculées. Lisa Chen, la journaliste, s'était repositionnée pour capturer plus d'images malgré les tentatives des policiers de bloquer sa vue. « Capitaine Reynolds » cria-t-elle. « Pouvez-vous expliquer pourquoi 6 policiers sont nécessaires pour interroger une seule civile non armée? Est-ce la procédure standard pour le service de police de Willow Creek ?» Reynolds se tourna vers elle. « Reculez maintenant ou vous serez arrêté pour ingérence dans les affaires de la police. » La journaliste resta sur ses positions. « Le premier amendement protège mon droit de documenter l'activité policière, capitaine. Je n'interfère avec rien. » Elle continua à filmer à une distance légalement sûre. Reynolds fit signe à 2 policiers. « Éloignez-la de la limite de la propriété. Si elle résiste, arrêtez-la. » La journaliste recula rapidement. « Je suis sur une propriété publique maintenant, messieurs les policiers. Toute tentative de me détenir serait illégale. » Elle continua à filmer à une distance légalement sûre. Reynolds retourna son attention sur Jade, se rapprochant jusqu'à se tenir directement devant elle, sa voix baissant pour s'assurer qu'elle seule puisse l'entendre. « Vous pensez que vous êtes si intelligente avec vos plaintes et vos caméras. Personne ne se soucie d'une autre fauteur de troubles qui prétend être harcelé par la police. Lorsque nous trouverons ce que nous cherchons dans ce cabanon, vous ne serez qu'une autre criminelle avec une histoire à laquelle personne ne croit. » La référence au cabanon confirma les soupçons de Jade concernant la preuve fabriquée. Elle ne dit rien, conservant le comportement composé qu'il avait servi dans des fusillades et des embuscades dans des zones de guerre bien plus dangereuses que sa propre cour avant. Reynolds prit son silence pour de la soumission. Il se rapprocha encore son visage à quelques centimètres du sien. « Les gens comme vous n'ont pas leur place à Willow Creek. Après aujourd'hui, peut-être que vous finirez par comprendre le message. » La menace à peine voilée planait dans l'air entre eux. Derrière Reynolds, Jade pouvait voir Bennett sortir son téléphone, envoyant apparemment un texto pendant que ses collègues étaient distraits, un allié potentiel, ou simplement un témoin unwilling à participer à la corruption qui se déroulait devant lui. Son évaluation tactique continua 6 policiers, dont un peut-être sympathique, une journaliste fournissant des documents des quantités inconnues, jusqu'où Reynolds était prêt à aller, combien de preuves avaient été fabriquées, combien de voisins pourraient regarder à distance. L'équilibre du pouvoir restait avec la police, mais la dynamique changeait. Reynolds tendit brusquement la main et poussa Jade en arrière, la faisant trébucher contre les marches du porche. « Arrêtez de résister !» cria-t-il assez fort pour que tout le monde l'entende bien qu'elle n'ait rien fait de tel. Le prétexte fabriqué était aussi transparent que dangereux. Résister à l'arrestation avait précédé d'innombrables incidents de brutalité policière. C'était le moment où d'innombrables rencontres similaires étaient devenues mortelles. La main de Reynolds se déplaça vers son holster alors qu'il avançait de nouveau vers elle. « J'ai dit, arrêtez de résister. » La voix de la journaliste cria, « Elle ne résiste pas. »« J'ai tout sur la caméra, capitaine. » Reynolds l'ignora, se concentrant entièrement sur Jade, qui avait repris son équilibre et se tenait maintenant au bas des marches de son Porsche. Son visage déformé par une rage qui semblait disproportionnée à la situation. À moins que la situation ne soit exactement ce que Jade soupçonnait. Un piège délibéré pour faire taire sa plainte par l'intimidation ou pire. « Dernier avertissement, » dit Reynolds détachant son holster, « à terre maintenant, ou je vous considérerai comme une menace. » Le temps sembla ralentir, alors que Jade prenait sa décision. La soumission pourrait la sauver sur le moment, mais céderait ses droits et sa dignité. La résistance leur donnerait raison, leur donnant l'excuse qu'ils cherchaient. Son entraînement militaire offrait une troisième option. Avec un calme délibéré, elle leva les mains à hauteur des épaules, les paumes vers l'avant, dans un geste universel de non-agression, puis, avec un timing précis, elle siffla court et aigu, une fréquence spécifique qui n'aurait de sens pour personne d'autre, mais qui portait des instructions claires à ses chiens. Reynolds fronça les sourcils un instant confus par le sifflement.
Qu'est-ce que vous pensez ?» Le bruit de la porte d'entrée s'ouvrant l'interrompit au milieu de sa phrase. Tous les yeux se tournèrent vers la maison. Sierra et Titan sortirent de la porte avec une précision militaire se déplaçant en formation parfaite alors qu'ils descendaient les marches du porche. Les deux chiens portaient leur gilet tactique du Kevlar noir avec des insignes militaires officiels et des pochettes d'équipements spécialisés. La transformation fut immédiate et spectaculaire. Ce n'étaient pas des animaux de compagnie apparaissant pour défendre leurs propriétaires, c'étaient des atouts militaires déployés pour sécuriser un périmètre. Sierra, la plus légère des deux, avec ses yeux ambrés intenses, se déplaça vers la droite dans une position de flanc. Titan, 40 kilos de muscles et de discipline, se positionna directement entre Jad et Reynolds. Les deux chiens se déplacèrent avec le but silencieux et contrôlé qui caractérisait leur entraînement aux opérations spéciales. Il n'y avait pas d'aboiement, pas de grognement, juste un positionnement calculé et une concentration absolue. Les policiers se figèrent de leurs mains, se déplaçant instinctivement vers leurs armes, mais quelque chose dans le comportement des chiens les fit hésiter. Ces animaux ne se comportaient pas comme des animaux de compagnie agressifs, ils se déplaçaient avec une intention tactique que les policiers reconnaissaient à un certain niveau instinctif. Reynolds recula involontairement son visage, enregistrant la confusion avant de se transformer en une bravade forcée. « Contrôlez vos animaux immédiatement !» ordonna-t-il, sa voix manquant de son autorité précédente. Jade resta parfaitement immobile, sa posture se redressant subtilement dans la position de commandement qu'elle avait utilisée pendant des années dans des zones de combat. Sierra Titan maintenait la position, dit-elle calmement. Les chiens répondirent instantanément, arrêtant leur avance mais maintenant leur formation défensive. Leur entraînement leur permettait de rester en position pendant des heures, si nécessaire, alertes et prêts à répondre à des dizaines de commandes verbales ou par signaux manuels. Les yeux de l'officier Bennett s'écarquillèrent lorsqu'il remarqua les insignes des chiens de travail militaire sur les gilets tactiques. « Capitaine, dit-il calmement, ce sont des chiens de travail militaire des opérations spéciales. » La reconnaissance se répandit parmi les autres policiers, créant un changement palpable dans l'atmosphère. Les chiens de travail militaire n'étaient pas seulement des animaux de compagnie entraînés. Ils étaient classés comme des équipements spécialisés dans les zones de combat, capables de détecter des explosifs, de suivre des cibles à travers des terrains impossibles et d'abattre des ennemis armés avec une précision qui avait sauvé d'innombrables vies. Jad avait servi comme maître chien dans l'unité K9 du Marine Special Operations Command, se déployant avec Sierra et Titan lors de missions classifiées à travers l'Afghanistan. Leurs capacités avaient été affinées grâce à des milliers d'heures d'entraînement spécialisé, ce qui en faisait des extensions de leur maître dans des environnements à haut risque. « Mes chiens sont des atouts fédéraux entraînés », déclara Jad, sa voix portant l'autorité de son grade militaire sans élever son volume. Ils répondent à plus de 100 commandes verbales et non verbales. Ils sont actuellement en position défensive uniquement. L'implication était claire. Pour quiconque avait une formation policière ou militaire, ces animaux pouvaient passer de tactique défensive à offensive avec un seul mot. Reynolds lutta pour garder son calme, sa main planant, incertaine près de son arme. « C'est de l'intimidation de policier », tenta-t-il bien que l'accusation sonna creux même à ses propres oreilles. « Monsieur, c'est littéralement le contraire de ce qui se passe ici », dit Bennett, surprenant à la fois ses collègues et lui-même avec le défi direct. « Nous nous sommes présentés à 6 policiers forts pour interroger une personne sans mandat. » L'intervention inattendue de la recrue créa un moment de silence stupéfait. Jad l'utilisa à son avantage. « Capitaine Reynolds, je vous ai demandé à plusieurs reprises de quitter ma propriété à moins que vous n'ayez un mandat. Vous avez détruit mes biens personnels, vous m'avez menacé, et vous avez tenté de placer des preuves dans mon cabanon. Tout cela a été enregistré par mon système de sécurité et est diffusé en direct à mon avocat pendant que nous parlons. » À la mention des enregistrements et des preuves fabriquées, le policier qui s'était rendu au cabanon plus tôt se déplaça inconfortablement, échangeant des regards nerveux avec son partenaire. La journaliste s'était repositionnée pour un meilleur angle, capturant l'impasse entre les policiers et les chiens entraînés par les militaires. « Mademoiselle Walker, cria-t-elle, dites-vous que ces policiers ont placé des preuves sur votre propriété. » Avant que Jad ne puisse répondre, un nouveau véhicule apparut sur la route, le véhicule du shérif du comté, les gyrophares clignotants, mais les sirènes silencieuses. Les implications juridictionnelles n'échappèrent à personne. Bien que le service de police de Willow Creek ait de l'autorité dans les limites de la ville, le shérif du comté
avait une compétence plus large, qui remplaçait la police municipale en cas d'inconduite potentielle. Le shérif Daniels, un vétéran de 20 ans des forces de l'ordre, sortit de son véhicule et examina la scène avec une désapprobation évidente. Son regard passa en revue les multiples voitures de police, la camionnette des nouvelles, le jardin piétiné, et se fixa finalement sur l'impasse entre ces policiers et une femme noire avec 2 chiens de qualité militaire. « Reynolds !» cria-t-il en s'approchant. « Qu'est-ce qui se passe exactement ici ?» Le capitaine se redressa visiblement mal à l'aise de l'arrivée de son supérieur. « Enquête de routine basée sur des signalements d'activité suspecte, monsieur. » Le shérif Daniels regarda ostensiblement le manque de paperasse dans les mains de Reynolds. « Je suppose que vous avez un mandat pour cette enquête de routine sur une propriété privée. » Le silence qui suivit fut une réponse suffisante. Le shérif se tourna vers Jade. « Madame, je m'excuse pour cette intrusion. J'ai reçu un appel d'un citoyen inquiet au sujet d'une inconduite policière potentielle. » Ses yeux se tournèrent vers Bennett, suggérant la source de l'alerte. « J'aimerais vous parler en privé si vous êtes d'accord. » Reynolds s'avança. « Monsieur, nous avons des raisons de croire qu'il y a des substances illicites sur la propriété. Nous étions sur le point de fouiller le cabanon quand... Quand quoi, capitaine ?» Le shérif Daniels l'interrompit. « Quand ces chiens militaires hautement entraînés sont apparus, ou quand l'équipe des nouvelles s'est présentée pour documenter ce qui se passe ensuite. » Il fit un geste vers la camionnette des nouvelles. « Cela ne ressemble pas à une procédure pour moi. Cela ressemble à du harcèlement. » La dynamique du pouvoir avait complètement changé. Le visage de Reynolds rougit de colère et d'embarras, alors que son autorité était publiquement minée. Les autres policiers commencèrent à s'éloigner légèrement, lisant la situation changeante. L'expression de Bennett montrait du soulagement. Jade conserva son calme, consciente que le danger n'était pas complètement passé. « Shérif, dit-elle, l'un de vos policiers a placé quelque chose dans mon conteneur de stockage à côté du cabanon il y a environ 20 minutes. Je crois que c'était une tentative de placer des preuves. » L'expression du shérif Daniels s'assombrit. « C'est une accusation sérieuse. Une accusation que mes caméras de sécurité et les images des nouvelles peuvent vérifier, » répondit Jade. Elle fit un autre signal manuel au chien et Sierra se déplaça pour s'asseoir au garde-à-vous, tandis que Titon maintint sa position de protection. Leur réponse disciplinée montrait clairement qu'il ne s'agissait pas d'animaux ordinaires, mais de partenaires spécialisés entraînés pour des opérations complexes. Le shérif se tourna vers la journaliste de Channel 7. « Madame Chen, je présume que vous avez des images de tout ce qui s'est passé ici. » La journaliste acquiesça. « Enregistrement depuis notre arrivée, shérif. J'aurais besoin d'une copie de ces images comme preuve. » Il se retourna vers Reynolds. « Capitaine, je vous ordonne à vous et à vos policiers de vous retirer et de retourner immédiatement au poste. Il y aura une enquête complète sur cet incident. » La mâchoire de Reynolds se contracta. « Avec tout le respect que je vous dois, shérif, vous interférez avec une opération de police. »« Non, capitaine, » répondit fermement le shérif Daniels. « J'empêche ce qui semble être une violation flagrante des droits constitutionnels et une altération potentielle des preuves. Nous en discuterons plus en détail au poste. » Il se tourna vers les autres policiers. « Vous tous retournez maintenant à vos véhicules. C'est un ordre. » Les policiers hésitèrent en pris entre leur supérieur direct et le shérif du comté, qui techniquement le surpassait. Un par un, ils commencèrent à se retirer vers leur voiture, laissant Reynolds de plus en plus isolé. Le visage du capitaine se tordit de rage à peine contenue, alors qu'il réalisait que son opération s'effondrait. « Ce n'est pas fini, » dit-il à Jade, la voix suffisamment basse pour qu'elle seule l'entende. « Les gens comme vous ne gagnent pas contre les gens comme moi. Souvenez-vous de cela. » Sur cette menace finale, il se tourna et retourna en trombe à son véhicule. Les policiers rassemblés s'éloignèrent, ne laissant que le shérif Daniels, l'officier Bennett, qui était resté derrière à la demande du shérif et l'équipe de nouvelles documentant tout depuis le bord de la route. Que se passe-t-il lorsque ceux qui ont juré de faire respecter la loi deviennent sa plus grande menace? Comment les vulnérables trouvent-ils une protection dans un système qui n'a jamais été conçu pour les servir de manière égale? Alors que les voitures de police disparaissaient sur la route, le téléphone de Jade vibra avec un texto entrant. Malgré son écran brisé, le message provenait d'un numéro inconnu. « Protocole Sentinelle activé. Ressources entrantes. Maintenez la position. » Jade sentit une vague de reconnaissance la submerger. Le protocole Sentinelle n'était pas une procédure militaire officielle, c'était quelque chose de plus personnel, de plus nécessaire. Cela avait commencé il y a 3 ans, après que Marcus Williams, un marine noir décoré,
ait été tué par la police lors d'un contrôle routier de routine en Arizona. Sa mort avait déclenché l'indignation, mais peu de justice. En réponse, un réseau d'anciens combattants, en particulier des anciens combattants de couleur, avait créé un système de protection informelle utilisant des communications cryptées et tirant parti de leurs relations militaires. Ils avaient établi des protocoles pour surveiller et répondre lorsque des camarades anciens combattants étaient confrontés à du harcèlement ou à un danger. Jade avait aidé à concevoir le système, mais ne s'attendait jamais à l'activer elle-même. Les alertes automatisées de son système de sécurité avaient déclenché le protocole, envoyant des notifications à un réseau d'anciens combattants dans un rayon de 80 km. Quelques minutes après le départ de Reynolds, 2 camionnettes apparurent sur la route, conduites par des hommes et des femmes que Jade reconnaissait des groupes locaux de soutien aux anciens combattants. Ils se garèrent à une distance respectueuse, établissant simplement leur présence sans interférence. D'autres arriveraient bientôt une démonstration de solidarité qui enverrait un message clair, elle n'était pas seule. Le shérif Daniels remarqua les arrivées avec un haussement de sourcils. « Des amis à vous ?» demanda-t-il. Jade acquiesça. « Des camarades anciens combattants. La nouvelle se répand vite quand l'un des nôtres est en difficulté. » Le shérif sembla comprendre les implications. Il avait servi dans l'armée avant de rejoindre les forces de l'ordre et reconnaissait la fraternité et la sororité qui transcendaient les divisions civiles. « Madame Walker, dit-il, je tiens à m'excuser personnellement pour ce qui s'est passé ici aujourd'hui. Ce n'est pas ainsi que les forces de l'ordre devraient opérer dans mon comté. » Il se tourna vers l'officier Bennett. « Dites-moi exactement ce qui a mené à cette opération. » Bennett déglutit nerveusement. Le capitaine Reynolds a appelé cela comme une réponse prioritaire à une activité suspecte. « Monsieur, mais il n'y a eu aucun briefing, aucune information spécifique. Quand j'ai demandé des détails, il a dit de simplement suivre ses instructions. » Il hésita avant de continuer. « Ce n'est pas la première fois, monsieur. Il y a eu un schéma avec certains résidents. »« Certains résidents », répéta le shérif. « Vous voulez dire des résidents de couleur ?» Bennett acquiesça inconfortablement. « Oui, monsieur. » Lisa Chen s'approcha prudemment, caméra toujours en train d'enregistrer. « Shérif, seriez-vous prête à commenter ce qui semble être un cas de harcèlement policier contre une ancienne combattante ?» Le shérif Daniels considéra attentivement la question. « Ce que je peux dire, c'est que je suis profondément préoccupé par ce dont j'ai été témoin et que je mènerai une enquête approfondie. Le service de police de Willow Creek relève de la supervision du comté et je prends très au sérieux les allégations d'inconduite. » Il se retourna vers Jade. « Madame Walker, je crois comprendre que vous avez déposé une plainte contre le capitaine Reynolds récemment. »« Il y a 3 semaines, » confirma Jade. « Je l'ai vu harceler un adolescent noir devant l'épicerie. La plainte a été transmise à la commission d'examen du comté parce que je ne faisais pas confiance à ce qu'elle soit traitée correctement par les canaux internes. » Le shérif acquiesça sombrement. « La commission d'examen doit examiner cette affaire la semaine prochaine. » Le moment choisi pour l'enquête d'aujourd'hui semble loin d'être une coïncidence. Le téléphone de Jade vibra à nouveau. Cette fois, c'était son avocat Marcus Gaines qui appelait à travers l'écran fissuré. « Jade, je regarde la diffusion en direct de ton système de sécurité. Est-ce que tu vas bien ? » « Je vais bien, » lui assura-t-elle. « Le shérif Daniels est arrivé et a désamorcé la situation. »« J'arrive dans 10 minutes, » dit Marcus. « J'ai déjà déposé une injonction d'urgence contre le département de police de Willow Creek pour empêcher tout harcèlement supplémentaire et j'amène avec moi la procureure du comté. Elle veut voir cet abri où des preuves auraient été plantées. » Alors que Jade terminait l'appel, elle remarqua que les oreilles de Sierra se dressaient, détectant un mouvement en provenance de la lisière des arbres derrière sa propriété. D'un geste subtil de la main, elle ordonna aux 2 chiens de se mettre en position défensive, une précaution née de nombreuses années passées dans des environnements où les menaces s'annonçaient rarement. Le shérif Daniels remarqua le changement dans le comportement des chiens. « Problème ?» demanda-t-il, la main se dirigeant instinctivement vers son arme. « Juste par prudence, » répondit Jade. « Reynolds n'est pas du genre à accepter la défaite avec grâce. » Le shérif hocha la tête en signe de compréhension. « Bennett sécurise l'abri. Rien ne doit être enlevé avant l'arrivée de la procureure. » Alors que Bennett se dirigeait vers l'abri, un SUV noir avec des plaques d'immatriculation gouvernementale s'arrêta dans l'allée. 2 hommes en costume en sortirent leur attitude indubitablement militaire malgré leurs vêtements civils. Mademoiselle Walker appela le plus grand montrant ses papiers d'identification en s'approchant, agent Michaels, département de la Défense.
Nous avons reçu une alerte concernant un harcèlement potentiel d'un ancien agent des opérations spéciales. La rapidité de la réponse confirma ce que Jad avait toujours soupçonné le protocole. Sentinel bénéficiait d'un soutien au sein même de la structure militaire non officielle, mais efficace. L'agent Michaels examina la scène avec une efficacité consommée. Je vois que la situation est sous contrôle, mais nous allons tout documenter pour nos dossiers. L'interférence avec les anciens combattants, en particulier ceux qui ont des antécédents classifiés, relève de la juridiction fédérale lorsque des violations des droits civils sont impliquées. Le shérif Daniels sembla surpris, mais pas mécontent de la présence fédérale. Je me réjouis de toute aide visant à garantir que la justice soit correctement rendue à Jean. Pendant qu'il parlait d'autres véhicules, arrivèrent 3 autres anciens combattants en civil, la procureure du comté dans sa voiture de fonction et l'avocat de Jad, Marcus Gaines. Ce qui avait commencé comme une tentative d'intimidation isolée s'était transformé en une réponse multi-agence qu'il serait impossible de cacher. La procureure, une femme au regard vif nommée Valencia Torres, se dirigea directement vers l'abri sans préambule. « Shérif, je veux que ce conteneur soit scellé et photographié exactement tel qu'il est. » Alors qu'elle organisait la collecte des preuves, Marcus s'approcha de Jad avec une inquiétude évidente. « Êtes-vous sûr que vous allez bien? Cela va au-delà du harcèlement, c'était un coup monté. » Jad acquiesça. « Je vais bien mieux que Reynolds à ce stade. » Le rassemblement improvisé sur sa propriété avait pris l'atmosphère d'un centre de commandement avec des anciens combattants, sécurisant le périmètre, les forces de l'ordre, documentant les preuves et les agents fédéraux recueillant des témoignages. Le journaliste continua d'enregistrer, assurant une responsabilité publique qui rendrait toute interférence difficile. L'officier Bennett s'approcha de Jad avec hésitation. « Madame Walker, je veux m'excuser, j'aurais dû parler plus tôt. » Jade l'étudia attentivement. « Pourquoi ne l'avez-vous pas fait ?» Bennett eut l'air honteux. « La peur, je suis encore en période d'essai, mais il y a quelque chose que vous devriez savoir. Reynolds cible des propriétés spécifiques dans cette zone des propriétés, appartenant à des minorités en particulier, celles qui se trouvent à proximité du projet de complexe hôtelier. » Cette nouvelle information modifia la compréhension de Jad quant à la situation. Son terrain bordait le site proposé pour un complexe hôtelier de luxe qui avait suscité l'opposition de groupes environnementaux. Si Reynolds ciblait les propriétaires fonciers minoritaires à proximité du projet, le beau-frère du chef de la police et le promoteur immobilier, continua Bennett à voix basse. Il y a eu des pressions pour nettoyer la zone autour du site du complexe hôtelier pour la rendre plus attrayante pour les investisseurs. La conspiration était plus vaste et plus calculée que Jad ne l'avait imaginé. Il ne s'agissait pas seulement de harcèlement racial, mais d'exploitation économique, utilisant le pouvoir de la police comme une arme. Croyez-vous que les services de police devraient avoir des commissions de surveillance civile indépendantes dotées d'un pouvoir réel? Commentez le numéro 1 si vous pensez que la responsabilité externe est essentielle pour prévenir les abus de pouvoir, ou le numéro 2 si vous pensez que la police devrait principalement être responsable devant elle-même. Aimez cette vidéo si vous soutenez les anciens combattants qui se défendent les uns les autres contre l'injustice. Abonnez-vous pour voir comment la bataille de Jad contre la corruption se déroule alors qu'elle découvre jusqu'à quel point la conspiration est profonde. La question qui se pose maintenant est la suivante: lorsque la corruption s'étend au-delà d'un seul officier à des systèmes de pouvoir entiers, la justice peut-elle vraiment être rendue? Découvrons ce qui se passe ensuite. La révélation que le harcèlement de Reynolds faisait partie d'un plan plus vaste visant à faire pression sur les propriétaires fonciers minoritaires pour qu'ils vendent leurs propriétés a ajouté une nouvelle dimension à la confrontation. Ce qui semblait être un préjudice individuel était en fait une corruption systémique avec des motivations économiques derrière le ciblage racial. Le shérif Daniels a entendu la révélation de Bennett et s'est approché avec une expression grave. « Officier, êtes-vous prêt à faire une déclaration officielle à ce sujet ?» Bennett hésita visiblement, luttant contre les conséquences potentielles. « J'ai une famille, monsieur a un nouveau bébé. » « Je comprends les risques, » reconnut le shérif, « mais si ce que vous dites est vrai, cela va au-delà du harcèlement et relève de la conspiration criminelle. » La procureure Torres les rejoignit après avoir sécurisé l'abri. « Nous avons trouvé un paquet de ce qui semble être de la méthamphétamine cachée dans le conteneur de stockage.
L'emballage contient un minimum de poussière par rapport à tout ce qui l'entoure, ce qui correspond à un placement récent, et l'examen préliminaire des images de sécurité montre que l'officier Delaney a placé quelque chose à cet endroit précis. Elle se tourna vers Bennett. Votre témoignage pourrait être crucial pour monter un dossier. Le jeune officier redressa les épaules, prenant une décision. Je vais témoigner. Il y a eu au moins 7 incidents similaires au cours des 3 derniers mois, tous ciblant des propriétaires minoritaires autour de la zone de développement du complexe hôtelier. Le capitaine Reynolds les a appelés « opérations d'amélioration des biens », des campagnes de pression pour forcer les gens à vendre. Alors que Bennett détaillait le schéma de harcèlement, l'agent Michaels passa un appel à ses supérieurs. Le ministère de la Défense avait compétence lorsque des anciens combattants étaient ciblés, mais cette conspiration impliquait potentiellement des violations fédérales des droits civils qui feraient intervenir le FBI. Jade regarda la machine de la responsabilité s'enclencher lentement plusieurs agences des témoins, la collecte de preuves. Pourtant, l'expérience lui avait appris que le pouvoir se protégeait farouchement. Reynolds pourrait en subir les conséquences, mais le système qui lui avait permis d'agir serait-il réellement remis en question? Son téléphone vibra avec des messages entrants, d'autres anciens combattants et membres de la communauté répondant aux nouvelles qui se répandaient maintenant à travers les réseaux locaux. La camionnette de la chaîne 7 avait été rejointe par 2 autres médias attirés par le reportage initial de Lisa Chen. L'histoire grandissait au-delà de la capacité de quiconque à la contenir. Le shérif Daniels s'approcha à nouveau de Jade. « Madame Walker, nous avons reçu des informations selon lesquelles le chef de la police Wilson tente de saisir les preuves de votre abri et les images de sécurité. J'ai posté des adjoints au local de stockage des preuves pour empêcher toute altération, mais cette situation s'aggrave rapidement. » La mention de la saisie des preuves déclencha les instincts tactiques de Jade. « Sierra, vérification du périmètre », ordonna-t-elle tranquillement. Le chien se déplaça immédiatement selon un schéma précis autour de la propriété, vérifiant la présence de menaces potentielles ou de surveillance, une précaution qui avait sauvé des vies dans les zones de combat. Torres, la procureure, observa le mouvement méthodique du chien avec une appréciation professionnelle. « Chien de travail militaire », nota-t-elle. « J'ai travaillé avec des unités similaires pendant mon service JAG, des animaux remarquables. » Elle se tourna vers Jade avec un respect nouveau. « Vos antécédents expliquent pourquoi ils vous ont ciblé si agressivement. Les anciens combattants ayant une formation spécialisée représentent une menace particulière pour les systèmes corrompus. Vous savez comment documenter, sécuriser les preuves et naviguer dans la bureaucratie. » L'observation frappa Jade comme étant tristement exacte. Son expérience militaire avait fait d'elle à la fois une cible et une personne exceptionnellement bien équipée pour se défendre. Beaucoup d'autres membres de la communauté n'avaient pas de telles ressources. « Il ne s'agit pas seulement de moi, dit-elle. Bennett a mentionné 7 autres propriétés ciblées. Ces personnes méritent aussi la justice. » Torres acquiesça. « Nous devrons tous les identifier et les contacter. Cela pourrait potentiellement devenir une action collective en matière de droit civil. » Pendant qu'elle parlait, une agitation à la limite de la propriété attira leur attention. Le chef de la police Wilson était arrivé avec 4 officiers tentant d'établir leur propre périmètre. Le shérif Daniels se déplaça immédiatement pour les intercepter, créant une impasse juridictionnelle qui souligna la nature fracturée de l'autorité locale. « Il s'agit d'une enquête active sous la juridiction du comté », déclara fermement le shérif. « Votre département fait l'objet de cette enquête, chef Wilson. Je vais devoir vous demander de partir. » Wilson, un homme plus corpulent avec les mêmes yeux froids que son cousin Reynolds, resta sur ses positions. « Nous avons reçu des informations faisant état d'une altération des preuves à cet endroit. La ville a compétence sur... » La ville n'a compétence sur rien lorsque ses propres officiers sont impliqués dans une inconduite, interrompit Torres, s'approchant avec son badge de procureur bien visible. Toute tentative d'interférer avec cette enquête entraînera des accusations d'obstruction, chef Wilson. J'ai déjà parlé avec le procureur général de l'État qui surveille cette situation personnellement. La référence à l'attention de l'État fit hésiter Wilson. Derrière lui, ses officiers échangèrent des regards incertains, visiblement mal à l'aise face à la confrontation. L'arrivée de 2 véhicules de la police de l'État modifia encore l'équilibre des forces. Les agents de l'État se positionnèrent stratégiquement, indiquant clairement qu'ils étaient du côté du shérif et de la procureure plutôt que de la police locale. D'autres membres de la communauté s'étaient rassembler sur la route, attirés par la présence inhabituelle de la police,
et l'attention des médias. Parmi eux, Jade reconnut plusieurs des personnes que Bennett avait mentionnées, d'autres propriétaires qui avaient subi un harcèlement similaire. Son avocat Marcus se déplaçait déjà parmi eux, recueillant des informations de contact et des déclarations préliminaires. La machine de la justice se mettait en marche lentement mais avec un élan croissant. L'agent Michaels rejoignit le groupe après son appel. Des agents du FBI arriveront dans l'heure. Cette affaire implique désormais des violations potentielles des droits civils, une conspiration, une falsification de preuves et un abus de pouvoir sous couvert de l'autorité qui relèvent tous de la juridiction fédérale. Le visage du chef Wilson s'assombrit à la mention de l'implication fédérale. Il s'agit d'une affaire locale qui est complètement exagérée. Une plainte ne justifie pas ce cirque. Une plainte, répéta Torres avec incrédulité. Nous avons déjà la preuve d'un schéma ciblant plusieurs propriétés, des preuves plantées, un harcèlement documenté et le témoignage d'un de vos propres officiers. Cette affaire a cessé d'être une affaire locale au moment où votre département a décidé d'utiliser le pouvoir de la police à des fins financières privées. Et l'expression du chef révéla qu'il ne s'attendait pas à la coopération de Bennett, une erreur de calcul qui avait exposé toute l'opération. Il se retira dans son véhicule sans autre argument, bien que son regard d'adieu à Jade portât une menace claire. La confrontation avait été désamorcée pour l'instant, mais Jade savait qu'il ne fallait pas sous-estimer les personnes désespérées avec des badges et des armes. Sierra revint de sa vérification du périmètre et s'assit au garde-à-vous à côté de Jade, signalant que tout était clair. Titan resta en position de garde de sa formation, lui permettant de maintenir un état d'alerte pendant des heures sans fatigue. Le shérif Daniels regarda les chiens avec une admiration évidente. Ces animaux sont quelque chose d'autre, des chiens de travail militaire, n'est-ce pas ? Jade acquiesça. Sierra est spécialisée dans la détection et le suivi Titan dans la protection et la réponse tactique. Nous avons servi 3 missions ensemble en Afghanistan, opération spéciale. La question fut posée avec désinvolture, mais Jade reconnut l'intention sous-jacente. Son rôle spécifique restait classifié, bien que son service général fût de notoriété publique. J'étais maître chien affecté aux unités des opérations spéciales des marines, dit-elle, fournissant la version non classifiée de son service. Le shérif sembla comprendre la distinction. « Eh bien, je suis content que vous les ayez eus ici aujourd'hui. Cette situation aurait pu tourner très différemment. » Au fil de l'après-midi, la propriété de Jade se transforma en un centre de commandement improvisé. Les agents du FBI arrivèrent et établirent leur propre protocole de collecte de preuves, travaillant aux côtés de la police de l'État et du bureau du procureur. Les membres de la communauté s'organisèrent en groupes de soutien, partageant leurs expériences avec les enquêteurs et les médias. Les anciens combattants maintinrent une présence protectrice, leur attitude militaire et leur professionnalisme discret, rappelant la discipline et le service qui les unissaient. Le soir venu, ce qui avait commencé comme un acte isolé de harcèlement s'était transformé en une enquête multi-agence qui menaçait de révéler des années de corruption systématique. Jade observait l'activité depuis son Porsche Sierra et Titan se reposant à ses pieds après une longue journée d'alerte accrue. Malgré la dynamique positive, elle restait vigilante. Son expérience militaire lui avait appris que le moment le plus dangereux survenait souvent, non pas pendant la confrontation initiale, mais après, lorsque les structures de pouvoir menacées se battaient pour reprendre le contrôle. La nuit apporta un faux sentiment de calme. La plupart des responsables étaient partis avec la promesse de revenir le matin. Les camionnettes des médias maintenaient leur surveillance au bout de l'allée, leur présence offrant une mince couche de protection grâce à la visibilité. Plusieurs anciens combattants s'étaient portés volontaires pour rester effectuant des quarts de veille dans leur véhicule, un service de sécurité informel né du service et de la solidarité partagée. Jade ne protesta pas contre leur présence. Son évaluation tactique suggérait que Reynolds et Wilson n'accepteraient pas la défaite sans représailles. Sierra et Titan restèrent en état d'alerte élevé, répondant à des ordres subtils qui les maintenaient vigilants sans épuiser leur énergie. Vers 2 heures du matin, les oreilles de Sierra se dressèrent, détectant des mouvements au-delà de la portée de l'ouïe humaine. Jade était déjà éveillée, dormant légèrement comme elle avait appris à le faire en zone de combat. « État d'alerte », murmura-t-elle aux 2 chiens qui se placèrent immédiatement en position active sans faire de bruit. Par la fenêtre de sa chambre, Jade pouvait voir des ombres bouger à la limite de sa propriété, trop organisée pour être des animaux sauvages, trop prudentes pour être des visiteurs légitimes. Elle activa les caméras de vision nocturne de son système de sécurité via sa tablette,
comptant au moins 5 individus, approchant depuis la lisière de la forêt, évitant délibérément les zones visibles depuis la route où les camionnettes des médias étaient garées. Leurs mouvements suggéraient un entraînement tactique, approche échelonnée, communication par signaux manuels, armes visibles en imagerie infrarouge. Ce n'était pas une menace aléatoire, mais une opération coordonnée. Jade envoya une alerte d'urgence via le réseau Sentinel Protocol, puis se positionna silencieusement avec les chiens pour la défense. Elle aurait pu appeler le shérif, mais le temps de réponse aurait été d'au moins 15 minutes, et les intrus atteindraient la maison en moins de 3. Les anciens combattants assurant la surveillance à l'avant de la propriété ne pouvaient pas voir l'approche depuis l'arrière. Jade n'avait aucune illusion sur l'intention des intrus. Il ne s'agissait pas d'une tentative d'arrestation, mais de quelque chose de plus sinistre, éliminer une menace pour la corruption qu'elle avait révélée. La preuve fabriquée n'avait pas fonctionné. L'intimidation avait échoué. Ils étaient donc passés à l'action directe sous le couvert de l'obscurité. Reynolds avait probablement convaincu Wilson que leur seule option était de la faire taire définitivement et de détruire les preuves qu'elle avait recueillies. Alors que les individus approchèrent de son porche arrière, Jade vit leur visage partiellement dissimulé par des cagoules. Malgré le déguisement, elle reconnut la carrure et les mouvements distinctifs de Reynolds. À ses côtés se trouvait l'officier Delaney, qui avait fabriqué les preuves plus tôt. Les autres semblaient être de la sécurité privée plutôt que de la police des gros bras embauchés pour la dénégation. L'un d'eux portait ce qui ressemblait à un bidon d'essence. Ils avaient l'intention de brûler la maison avec elle, à l'intérieur détruisant les preuves et éliminant un témoin en une seule opération qui pourrait être déguisée en un tragique accident. La réalisation cristallisa les options de réponse de Jade. Il ne s'agissait plus de légitime défense dans les limites légales, mais de survie face à une menace de mort imminente. Elle activa le système d'arrosage de la propriété à distance, non pas pour la prévention des incendies, mais pour créer de la confusion et potentiellement rendre l'accélérant moins efficace. L'arrosage soudain surprit les individus qui approchaient, perturbant momentanément leur formation. Dans ce moment de désorientation, Jade donna à Sierra et Titan leur ordre de déploiement tactique, un seul mot qui déclencha leur entraînement aux opérations spéciales. Les chiens se déplacèrent comme des ombres dans l'obscurité, utilisant des techniques de furtivité développées pour l'infiltration en territoire hostile. Titan fit le tour du groupe par derrière, tandis que Sierra approchait par le côté les deux animaux invisibles dans l'obscurité jusqu'à ce qu'ils soient déjà en position. Les intrus ne les virent jamais venir. L'aboiement de Sierra le premier, son qu'elle avait émis de la journée, signala le début de l'engagement. Le son aigu et autoritaire figea les intrus dans une confusion momentanée, incapable de localiser sa source dans l'obscurité. Titan cibla simultanément l'homme avec le bidon d'essence, utilisant une technique de neutralisation spécialisée qui mettait hors d'état de nuire sans force létale. La précision de l'attaque, ciblant directement la menace la plus importante, démontra les capacités avancées d'évaluation tactique du chien. Reynolds se retourna arme levée, mais Jade s'était déjà positionné au coin de la maison, son entraînement militaire évident dans ses mouvements et sa posture. « Agents fédéraux sur la propriété !» cria-t-elle, utilisant la présence de l'enquête du Dodé pour créer l'incertitude. « Baissez vos armes immédiatement !» Les anciens combattants à l'avant de la propriété avaient entendu l'aboiement de signal de Sierra et approchaient déjà utilisant leur propre entraînement tactique pour sécuriser le périmètre. Les camionnettes des médias alertés par l'agitation activèrent leurs caméras et leurs lumières, inondant la zone d'une luminosité soudaine qui exposa les intrus masqués. Reynolds hésita, pris entre la retraite et l'agression, son arme toujours levée. Le moment se jouait sur le fil du rasoir d'une violence potentielle. Puis un autre véhicule apparut, la voiture personnelle de l'officier Bennett, arrivant à une vitesse dangereuse. Il s'arrêta en dérapant au bord de la propriété, en sortant avec des blessures visibles au visage. « Ils m'ont attaqué chez moi !» cria-t-il, sa voix portant dans l'air nocturne. « Ils ont dit que je paierais pour avoir trahi le service. » Son arrivée créa une distraction critique. Alors que Reynolds se tournait vers la nouvelle menace, Sierra exécuta une autre manœuvre spécialisée, le désarmant, avec une morsure précise au poignet qui causa une blessure minime, tout en rendant la main armée temporairement inutilisable. Les autres intrus, voyant leur chef neutralisé et leur opération exposée par les lumières et les caméras, entamèrent une retraite désorganisée vers les arbres. Ils n'allèrent pas loin. Les anciens combattants avaient établi un périmètre de confinement,
et les unités de police de l'État, répondant à l'alerte d'urgence, bloquaient déjà la route. En quelques minutes, la propriété fut sécurisée, les intrus détenus et les assistants médicaux appelés pour Bennett et les assaillants blessés. Jade vérifia soigneusement les deux chiens pour détecter d'éventuelles blessures avant de tourner son attention vers le jeune officier qui avait tout risqué en se manifestant. « Ils sont venus chez moi », expliqua Bennett, sa voix tremblant d'un mélange de peur et de colère. « Ils ont dit qu'ils allaient juste parler puis ont commencé à me frapper quand j'ai refusé de rétracter ma déclaration. Ma femme et mon bébé étaient à l'intérieur. J'ai réussi à m'échapper, mais je savais qu'ils viendraient ici ensuite. » Son courage à venir l'avertir malgré ses blessures témoignait de la conviction morale qui l'avait conduit à rompre les rangs en premier lieu. Les caméras de sécurité avaient tout capturé. L'approche, le bidon d'essence, les armes, l'attaque. Combiné aux témoignages de Bennett et aux preuves physiques, cela créa une affaire irréfutable de conspiration et de tentative de meurtre que même le système le plus corrompu ne pouvait facilement rejeter. À l'aube, la situation s'était à nouveau transformée. Les agents du FBI avaient pris juridiction de l'affaire, citant des preuves claires de violation des droits civils et de complot criminel. Reynolds, Wilson et leurs complices étaient en détention fédérale, accusés de crimes passibles de dizaines d'années de prison. Le procureur général de l'État avait annoncé un examen d'urgence de toutes les affaires impliquant le département de police de Willow Creek, avec une attention particulière aux saisies de biens et aux arrestations à proximité du projet de complexe hôtelier. La couverture médiatique était passée du niveau local au niveau national, avec les principaux réseaux reprenant l'histoire de la corruption, du ciblage racial et du réseau d'anciens combattants qui avaient contribué à la révéler. Bennett, malgré ses blessures, a fourni un témoignage complet sur le harcèlement systématique des propriétaires minoritaires par le service. Ces preuves comprenaient des notes de service interne, des messages textes et des conversations enregistrées qui révélaient toute l'étendue du complot de Reynolds et Wilson jusqu'aux responsables de la ville et à la société de développement qui avait financé leur opération par le biais de dons non traçables au fonds de bienfaisance de la police. L'attaque avait eu un effet inverse spectaculaire, transformant une affaire de corruption locale en une enquête fédérale sur les droits civils qui menaçait de révéler des opérations similaires dans tout l'État. L'entraînement militaire de Jade l'avait préparé à reconnaître que parfois la victoire la plus efficace ne venait pas d'une confrontation directe, mais en permettant à un adversaire de trop s'étendre et d'exposer ses vulnérabilités. L'attaque désespérée de Reynolds avait fait exactement cela, révélant des liens et des conspirations qui auraient autrement pu rester cachés. Alors que la lumière du matin illuminait sa propriété maintenant animée par des agents fédéraux et des médias. Jade s'accorda un moment de calme réflexion avec Sierra et Titan à ses côtés. La bataille n'était pas terminée, les systèmes de pouvoir se battaient farouchement pour se préserver, mais la première victoire décisive avait été remportée. Les ombres avaient été forcées à la lumière. 6 mois plus tard, Jade se tenait devant une formation différente, non pas des soldats ou des policiers, mais un rassemblement de membres de la communauté, d'anciens combattants et de médias sur les marches du tribunal fédéral. Derrière elle, l'imposante façade de granit représentait le système qui avait finalement même imparfaitement rendu une mesure de justice. Les actes d'accusation du grand jury étaient tombés comme des coups de tonnerre. Reynolds et Wilson faisaient face à des accusations fédérales, de violation des droits civils, de conspiration, de tentative de meurtre, d'altération de preuves et de corruption. L'enquête s'était étendue au-delà de Willow Creek, révélant des schémas similaires dans 3 autres comtés où des intérêts de développement avaient utilisé le pouvoir de la police pour forcer les propriétaires fonciers minoritaires à vendre des propriétés de valeur à une fraction de leur valeur. Le FBI avait retracé les liens financiers entre les fonds de dons du service de police et les sociétés écrans liées aux sociétés de développement, exposant un système sophistiqué de corruption légalisée qui fonctionnait sans être contesté depuis des années. L'officier Bennett, maintenant rétabli de ses blessures, se tenait aux côtés de Jade, alors qu'elle s'adressait à la foule rassemblée et aux caméras. Son témoignage avait été déterminant pour obtenir les actes d'accusation, son courage à se manifester, incitant d'autres officiers à briser le mur de silence bleu qui avait protégé les pratiques corrompues. Aujourd'hui ne concerne pas la victoire, commença Jade, sa voix portant sur la place du tribunal. Il s'agit de responsabilité. Pendant trop longtemps, les systèmes de pouvoir ont fonctionné sans conséquence, en particulier lorsque les personnes ciblées manquent des ressources ou des relations nécessaires pour se défendre. Ce qui s'est passé à Willow Creek n'était pas unique ou inhabituel, c'était simplement exposé. Sierra et Titan étaient assises dans une attention parfaite à ses côtés.
leur présence disciplinée rappelant l'entraînement spécialisé qui avait contribué à inverser la tendance. Dans les mois qui ont suivi la confrontation, elles étaient devenues des symboles inattendus dans la communauté représentant la protection et la justice plutôt que l'agression. Le Sentinel Protocol qui s'était activé pour protéger Jade avait évolué en une organisation à but non lucratif, officielle, Veterans for Community Defense, utilisant leur entraînement spécialisé et leur compréhension des systèmes d'anciens militaires de tous horizons, fournissaient un soutien, une documentation et une protection aux communautés confrontées au harcèlement ou à l'intimidation. Ce qui avait commencé comme un réseau d'intervention d'urgence s'était transformé en une organisation de défense structurée avec des sections se formant dans 12 États. L'avocat Marcus Gaines s'avança pour parler du recours collectif sur les droits civils qui avait été déposé au nom de tous les propriétaires fonciers ciblés par la conspiration. Les négociations de règlement étaient déjà en cours avec les développeurs et les fonds d'assurance municipaux se bousculant pour régler les réclamations avant que toute l'étendue de leurs responsabilités ne devienne publique. La compensation financière est importante, expliqua Marcus. Mais les réformes structurelles incluses dans le règlement sont tout aussi importantes, surveillance civile indépendante des services de police caméra corporelle obligatoires dont les images sont accessibles via les demandes d'accès aux documents publics, audits réguliers, des saisies de biens et des mesures d'application pour identifier les schémas raciaux. Ces changements systémiques représentaient la victoire la plus importante s'attaquant aux causes profondes plutôt que de simplement punir les acteurs individuels. Le shérif Daniels avait été nommé chef de la police par intérim de Willow Creek pendant la transition apportant son approche de leadership plus éclairée à un service en cours de reconstruction de fond en comble. Bennett avait été promu agent de liaison communautaire, travaillant directement avec les représentants du quartier pour rétablir la confiance entre les forces de l'ordre et les résidents. La journaliste qui avait répondu à l'alerte de sécurité de Jade Lizachen avait remporté un prix régional de reportage pour sa couverture et son enquête ultérieure sur des schémas similaires dans tout l'État. Sa série documentaire sur la responsabilité de la police avait attiré l'attention nationale sur des problèmes auparavant considérés comme des incidents isolés. Le procureur Torres avait été nommé à un groupe de travail fédéral, examinant l'intersection des intérêts de développement et des forces de l'ordre utilisant Willow Creek comme une étude de cas sur la façon dont les pressions économiques pouvaient transformer le pouvoir de la police en arme contre les communautés vulnérables. La transformation la plus importante, cependant, s'était produite au sein de la communauté elle-même. Les résidents qui vivaient auparavant dans l'isolement, chacun croyant que leur harcèlement leur était unique, avaient formé des réseaux de soutien mutuel et de partage d'informations. Le programme de protection des anciens combattants s'était étendu pour inclure la formation des civils en matière de documentation de droits légaux et d'organisation communautaire. Jade avait mis en place un programme spécialisé qui formait des chiens de service pour les anciens combattants souffrant de SSPT, créant un double objectif à son expérience militaire. Le centre de formation, construit sur sa propriété, que les promoteurs avaient autrefois convoité, servait maintenant à la fois d'espace de guérison pour les anciens combattants traumatisés et de centre éducatif pour l'autonomisation de la communauté. Bennett était devenu un bénévole régulier, trouvant un but à aider les autres à naviguer dans les systèmes qu'il avait autrefois soutenus sans remettre en question. La vraie justice ne concerne pas seulement la punition, continua Jade dans son discours au tribunal. Il s'agit de transformation des systèmes des communautés et des individus. Ce qui s'est passé à Willow Creek a révélé les ombres au sein de nos institutions, mais aussi le pouvoir de l'action collective pour faire entrer ces ombres dans la lumière. Alors qu'elle parlait, un SUV sombre s'arrêta devant le tribunal. Les US Marshals escortèrent Reynolds menotté et en vêtements de détention vers l'entrée pour une audience préliminaire. Ses yeux croisèrent ceux de Jade sur la place, l'homme qui avait essayé de l'intimider, de la piéger, et finalement de la tuer, maintenant réduit à un accusé, faisant face à des décennies de prison fédérale. Il n'y avait aucun triomphe dans l'expression de Jade, aucune jubilation ou vengeance, juste le regard fixe de quelqu'un qui avait fait face à l'injustice et y avait résisté fermement. L'image finale capturée par les médias rassemblés Jade Walker, se tenant droite sur les marches du tribunal flanqué de Sierra, et Titan dans une attention parfaite, alors que Reynolds était conduit à l'intérieur enchaîné, devint symbolique d'un changement plus large dans la conversation nationale sur le pouvoir, la responsabilité et la justice.
Les systèmes qui avaient protégé la corruption pendant des générations n'avaient pas été entièrement démantelés, de telles transformations ne se produisant jamais en un seul instant. Mais les fondations avaient été ébranlées, les fissures exposées et la possibilité de quelque chose de mieux révélé. Pour Jad, la victoire n'était pas dans la chute de Reynolds, mais dans la communauté qui s'était formée en réponse à la menace qu'il représentait. Alors qu'elle regardait les visages rassemblés, divers en arrière-plan, mais unis dans leur objectif, elle reconnut quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis qu'elle avait quitté le service militaire. Le sentiment d'appartenir à quelque chose de plus grand qu'elle-même, une mission digne de son entraînement et de son sacrifice. Sierra et Titan restèrent à ses côtés, leur présence rappelant que parfois, la résistance la plus efficace ne vient pas de l'agression, mais de la discipline de l'entraînement et de l'engagement inébranlable à protéger ce qui compte le plus. Le travail continue, conclut Jad, ces mots étant à la fois une promesse et une invitation à ceux qui étaient rassemblés. Aujourd'hui n'est que le début. Que feriez-vous face à l'injustice dans votre communauté? Auriez-vous le courage de vous lever comme Jade Walker et l'officier Bennett l'ont fait même lorsque le système semble être contre vous? Commentez ci-dessous avec vos réflexions sur la façon dont nous pouvons construire des communautés plus fortes qui protègent tous leurs membres de manière égale. Aimez cette vidéo si vous croyez au pouvoir des gens qui se réunissent pour créer le changement même contre une opposition puissante. Abonnez-vous pour plus d'histoires de courage et de justice face aux défis systémiques et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que peu importe à quel point les ombres semblent sombres, il y a toujours ceux qui sont prêts à se tenir dans la lumière. Merci de vous joindre à moi pour cette histoire de résistance, de résilience et du long chemin vers la justice. L'histoire de Jade Walker nous rappelle que les systèmes de pouvoir se protègent souvent au détriment de la justice, en particulier pour les communautés marginalisées. Mais elle démontre également comment le courage individuel, lorsqu'il est combiné à la solidarité communautaire, peut remettre en question même la corruption la plus enracinée. Son entraînement militaire lui a fourni des outils pour résister à l'injustice, mais c'est le réseau de soutien, les anciens combattants, les journalistes, les fonctionnaires éthiques qui ont finalement créé un changement durable. La transformation ne consistait pas seulement à punir les mauvais acteurs, mais à reconstruire des systèmes avec la responsabilité au cœur. L'officier Bennett montre que même ceux qui sont au sein d'institutions imparfaites peuvent choisir l'intégrité plutôt que la complicité lorsqu'ils sont confrontés à une injustice manifeste. Sierra et Titan symbolisent la façon dont les compétences spécialisées peuvent être réaffectées pour protéger plutôt que nuire. Plus important encore, cette histoire souligne comment l'isolement sert l'oppression, tandis que la connexion construit la résistance. Lorsque les membres de la communauté ont reconnu que leur harcèlement individuel faisait partie d'un schéma plus vaste, ils ont trouvé la force dans l'action collective. La vraie justice n'est pas atteinte par la vengeance, mais par le démantèlement des structures qui permettent les abus et la construction de quelque chose de mieux à leur place. Quel moment d'injustice avez-vous vu dans votre propre communauté et vous êtes-vous senti habilité à prendre la parole? Commentez ci-dessous. Si vous pensez que la surveillance civile des services de police est essentielle, ou si vous avez vu le pouvoir de l'organisation communautaire de vos propres yeux, vous êtes-vous déjà opposé à la discrimination comme Jade l'a fait, ou avez-vous souhaité avoir le courage de le faire? Aimez cette vidéo. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette histoire. Nous aimerions avoir de vos nouvelles, partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et nous faire savoir votre partie préférée. Si vous avez aimé le voyage, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires captivantes comme celle-ci. Et ne manquez pas cliquer sur la cloche de notification pour être toujours informé de notre dernier contenu. Votre soutien signifie vraiment beaucoup pour nous.